Exceptionnel ici. Nous sommes bien sûr accueillis par le président de l'Institut de paléontologie humaine, M. Henri Delonnet, qui nous fait le plaisir de dire un petit mot avant de commencer. Et puis ensuite, nous aurons un petit mot également de la part donc, de Sophie Jeannot, productrice de ce documentaire pour la Société de la Molia, M. Fabrice Buiscard, le réalisateur, et enfin M. Kevin Tesson, qui est le producteur des créations originales de National Geographic et qui nous donneront donc les circonstances dans lesquelles ce documentaire a été réalisé. Je vous passe la parole avec grand plaisir, M. Delonnet. Je suis très honoré que National Geographic ait décidé, souhaité présenter son film « Les femmes préhistoriques » à l'Institut de paléontologie humaine, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Je vous rappelle qu'ici, vous êtes un centre de recherche préhistorique qui a pour but de rechercher l'origine de l'homme et son évolution morphologique et culturelle au cours des temps quaternaires depuis plusieurs millions d'années. Et c'était l'endroit idéal pour présenter ce film. Et c'est National Geographic qui a choisi l'Institut de paléontologie humaine pour la présenter. Et je les en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Delonnet, et merci aussi de nous avoir choisis, de nous avoir permis de faire ce film, parce que vous nous avez beaucoup aidé. Vous avez été formidable dans cette aventure. C'est une aventure qui a été très complexe en réalité, parce que parler des femmes préhistoriques, c'est lever un tabou encore aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous n'avions pas du tout envisagé au départ. Alors, merci à tous de votre présence ce soir. On a donc voulu faire ce film comme un film scientifique avant tout. Donc, ce soir, c'est la science qui parle, loin des préjugés. Voilà, c'est un film qui nous a mené aussi jusqu'au Pérou, donc dans la cordillère des Andes, comme vous allez le voir, et qui, je l'espère, vous donnera des éléments de réponse, en tout cas. Peut-être pas un portrait robot, mais des éléments de réponse sur ce que fut peut-être la femme préhistorique. Voilà. Et bonjour à tous. Moi, je voulais remercier la famille Cléa pour leur travail sur ce beau documentaire. Et on est ravis de vous faire découvrir ce soir les secrets des femmes préhistoriques. Le film sera diffusé le 22 mai à 21 h sur National Geographic. Et je remercie également tous les intervenants de ce documentaire qui nous ont permis de découvrir un peu, de percer tous ces secrets, et je vous souhaite une bonne projection à tous. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir quand même à découvrir ce documentaire, et vous imaginez bien sûr que j'aurais pu vous poser énormément de questions. Alors j'ai essayé d'être un petit peu méthodique, pas aussi scientifique que vous, mais j'ai essayé de commencer par vous poser une question que j'espère certains partageront avec moi. Peut-être une question à chacune, différente, puisque nous avons la chance aussi que vous soyez 3 femmes et que vous représentiez également 3 générations, ce qui est extrêmement intéressant. Je vais commencer par vous, Madame Delonnet, si vous voulez bien, puisque vous nous parlez avec une curiosité inentamée de cette surprise lorsque vous avez été donc amené à constater que peut-être l'homme de Menton était en réalité une dame, la dame dite désormais du Cabillaud. Alors, n'étant pas spécialiste du squelette moi-même, comme peut-être beaucoup d'entre nous, vous nous parlez de cet os coxal, de cet os du bassin différent chez les femmes des hommes. Et donc, j'aurais aimé savoir si nous le savons, cette différence, depuis longtemps, si un homme plus attentif aurait pu le remarquer, ou si c'est une découverte fortuite. J'aurais déjà envie d'en savoir plus sur cet élément, bien sûr, si vous voulez bien me répondre. Oui, la différence sexuelle au niveau de l'os coxal, l'os du bassin, est connue depuis quand même assez longtemps. Et les anthropologues, comme Roca par exemple, connaissaient bien la différence. Et même en médecine légale, c'est un élément qui est très utilisé. Quand on
se terminer le sexe, c'est l'os coxal qui est l'os le meilleur pour apporter une différence sexuelle. Alors, ce fameux squelette de l'homme dit de Menton s'est trouvé recueilli au musée de l'homme. En fait, il avait été découvert dans la grotte du Cavillon près de Menton, mais sur la commune de Grimaldi, en Italie. Mais à l'époque, les grandes découvertes étaient toutes transportées dans les capitales. Donc, les archéologues ont essayé de consolider la sépulture, de la mettre sur un train et de tout transporter à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. Et ensuite, cette sépulture s'est un peu déplacée, elle est arrivée au musée de l'homme. Nous, avec mon mari Henri, je suis arrivée au musée de l'homme en 1981, et ce bloc, qui était encore non complètement dégagé, se retrouvait dans le laboratoire de préhistoire. Et moi, je circule dans le laboratoire tous les jours, je vois ce squelette. Bon, c'était l'homme de Menton. Mais un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu plus tranquille, ou je ne sais quoi, je regarde plus attentivement, et je constate que l'os coxal, en fait, de ce squelette, est largement ouvert. Vous allez voir, on a parlé d'un angle, l'angle sciatique était largement ouvert, ce qui correspond à un bassin plus large, et ce qui correspond au sexe féminin. Il faut qu'il y ait un bassin plus large pour l'enfantement. Alors, Et en fait, le squelette n'était pas complètement dégagé, il y avait encore du sédiment. Donc, je comprends que les chercheurs de l'époque n'avaient pas trop cherché à comprendre le sexe de l'individu. C'était déjà tellement suffoqué de trouver un squelette dans une sépulture, ce qui était quand même assez rare. Donc, ils n'ont pas cherché à savoir précisément le sexe. Alors, dans mon interrogation, on a décidé de reprendre ce squelette, d'en faire une étude pluridisciplinaire avec une équipe de chercheurs, de finir le dégagement de ce squelette, et en effet, on a pu constater que l'aspect squelettique, et surtout l'os coxal, était bien un aspect féminin. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc on a commencé une étude, on a fait une étude exhaustive avec un bouquin de presque 1000 pages, et on a diffusé tout ça chez CNRS Éditions. Bon, les chercheurs se sont intéressés à la question, on a repris l'étude de l'ensemble de la sépulture, l'ensemble de la fouille, et voilà, l'intérêt était modéré, scientifiquement intéressant, mais pas plus loin. Et voilà que depuis quelques années, il y a une flambée d'intérêt sur la différence de genre. Vous avez tous entendu parler des sexes, des transformations, du sexe masculin féminin, féminin masculin, les transgenres, etc. Ah, voilà que la dame du camion reprend un intérêt foudroyant. Peut-être un peu grâce aussi au livre de Marie-Hélène Fatou, qui s'intéresse à la femme dans la période préhistorique. Et voici que la femme, à l'époque de la préhistoire, reprend tout son intérêt. Alors que les caricaturistes mettaient toujours l'homme préhistorique qui tirait sa femme par les cheveux, vous avez tout par ces caricatures, il n'y en était plus du tout la même chose. Maintenant, nous avions une femme dans la grotte du Cavillon, dans une sépulture magnifique, couverte d'encre rouge, avec une décoration magnifique de coiffe vraiment préparée pour son enterrement. Donc, il s'agissait du personnage important, et comme je le dis en début du film, un personnage important à l'époque, c'est un chef, qu'est-ce que c'est un homme. Or maintenant, c'est plus du tout la même chose. Un personnage important, ça peut être une femme. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que vous êtes allé très vite, parce que là vous êtes passé de la dame de Cavillon à Buteau, donc on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière, et bien sûr nous parlerons ensuite avec Marie-Hélène. Je voulais juste vous poser justement une autre petite question par rapport à cette découverte. Vous-même, vous en avez été la première surprise et vous avez eu du mal à convaincre votre entourage et l'entourage scientifique, ou ça s'est fait assez simplement? Non, je pense que dans notre communauté, en fait, dans notre pays, il n'y a pas eu de réticence à considérer qu'une femme pouvait avoir un rôle important dans l'histoire. Peut-être que dans d'autres communautés à l'étranger, c'était plus difficile, mais moi, je n'ai pas senti de réticence, pas du tout. Vous étiez bien entouré, je peux dire avec M. Bonnet peut-être. Je vais peut-être en effet poser une autre question qui poursuit sur cette idée à Marie-Hélène
Patou-Matisse. Vous avez en effet publié en 2020 cet ouvrage réjouissant, L'homme préhistorique est aussi une femme, traduit en 8 langues, et vous travaillez actuellement sur d'autres projets dont vous parlerez peut-être. Mais j'avais envie de revenir avec vous sur ce moment dans ce documentaire auprès de Clotilde où vous nous donnez un chiffre assez étourdissant du nombre de squelettes dont le genre n'est pas connu. Vous évoquez, je crois, si je ne me trompe, un chiffre de 60% de squelettes ou de fragments de squelettes dont on ne peut attribuer le genre, soit qu'ils soient lacunaires, soit qu'ils soient dans un état trop dégradé permettant de faire des analyses. Alors du coup, sans être très très forte en maths, je me suis dit, mais quid des 40% restants? Est-ce que ça veut dire que pour les 40% restants, les attributions ont été réévaluées et sont certaines pour la part qui serait masculine ou féminine? Ou bien est-ce qu'il faudrait finalement revenir là aussi en arrière, ressortir tous ces squelettes un par un et revoir tout cela? Non, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas toujours des très très beaux squelettes, magnifiques, bien conservés, ils sont souvent altérés. Et c'est pour ça que les collègues paléanthropologues disent qu'en fin de compte, pour l'instant, les squelettes, il y a 60% asexués, on ne peut pas savoir. Et en plus, maintenant, nous pouvons faire l'ADN ancien, mais malheureusement, là aussi, on ne peut pas faire l'ADN ancien sur tous les squelettes. Si le collagène est altéré ou mal conservé, on ne peut pas le faire. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça sur tous les squelettes, on peut le faire sur quelques-uns. Et donc, dans les 40, c'est vrai qu'il y a quand même maintenant des études, justement, grâce à des paléanthropologues comme Marie-Antoinette, qui font des études beaucoup plus poussées qu'avant, et sans a priori. Parce que le problème du Camillon et d'autres, c'est que se basant soit sur la robustesse, alors vous avez vu tout le débat très, très intéressant dans ce film, au néolithique, mais qu'on pourrait mettre au paléolithique, notamment par exemple les Néandertaliens, et bien la robustesse, dès que c'était un squelette robuste, même si on n'avait pas de bassin, si on n'avait pas des éléments concluants, on le mettait souvent du côté masculin. Ou autre chose qui arrivait pour l'homme de Menton, c'est parce qu'il avait une parure très importante, parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un d'important, ça pouvait être qu'un homme. Et on a vu beaucoup comme ça, enfin beaucoup, en quelques-uns pour l'instant qui sont justement en train de changer de sexe, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils sont passés de femme et de femme. Donc il y a une révision, et ça c'est quand même très intéressant parce que ça enlève ces a priori. Parce que sinon, vous faites un raisonnement circulaire. Si vous dites, en fin de compte, si un riche mobilier, même si je ne suis pas sûre du squelette, du sexe du squelette, je l'attribue parce que c'est riche à un homme, ça c'est forcément, vous allez avoir toujours un mobilier plus riche dans les sépultures masculines. Donc c'est pour ça que c'est quand même important. Mais il y a des changements. Là, j'avais travaillé à Saint-Césaire, où on a eu des dernières néandertaliennes, qu'on appelait gentiment Pierrette. Et bien Pierrette, peut-être se fait Pierrot. Il y a un débat actuellement, vous voyez, parce que justement, on revient sur ces études, parce que c'est pas facile. Et ce que je souhaite dire, c'est que, et grâce justement à des études comme ça, sans a priori, qui ont été faites sur des squelettes, notamment ici l'homme de Menton, mais d'autres, sans a priori, c'est important parce que sinon, on fait des tas d'erreurs et je crois qu'on reste sur des présupposés. Et ça, je pense qu'il faut revoir cette question. Ces humains préhistoriques sont des humains, c'est des humanités, mais différentes des autres. Et donc, il ne faut pas vouloir absolument qu'ils soient comme nous, c'est-à-dire que leur société soit la même que nous, qu'on leur mette notre système social, notamment en plus d'occidentaux, qu'on les mette sur ces sociétés très éloignées. Il y a peut-être justement des systèmes très différents. Et ça, je pense que c'est très important de faire ces études sans a priori, et le résultat sera ce qu'il sera. Alors, j'ai vu que c'est Je voudrais ajouter que vous avez montré quelque chose de très intéressant dans le film, c'est la robustesse vérifiée en faisant des scanners, et on voit l'épaisseur de la corticale et sur un os long, et la lumière pour la moelle intérieure de l'os, et le canal médulaire est réduit. Vous avez vu, on a montré des os du Pérou qui étaient très robustes, avec une lumière médulaire très étroite. Or, ceci, on l'observe tout à fait, par exemple, pour les périodes antérieures plus vieilles que Néandertal, avant le Néandertal, les anténéandertaliens, les Homo erectus, ils ont tous des squelettes très robustes, avec une corticale très
percevoir assez rapidement les vertiges de la relativité, qui est très difficile, bien sûr, de se situer, surtout quand nous ne sommes pas des spécialistes de la préhistoire, sur un espace spatio-temporel qui est extrêmement vaste, ce qui m'amène à vous poser aussi cette question, Clotilde, puisque parfaitement représentatrice des jeunes générations, vous animez une chaîne YouTube qui compte, je crois, plus de 110 000 abonnés, que vous avez intitulé Le passé sauvage, en référence à ce livre, cet essai de 1962 de Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, et qui déjà peut-être amené à s'interroger ou se méfier contre certains stéréotypes ou des projections un peu simples que l'on pourrait faire depuis l'endroit où l'on se situe à l'égard de l'objet que l'on regarde. Alors en effet, on vous voit finalement à scooter, à pied, surtout des moyens de transport imaginables, capables de traverser l'espace-temps très rapidement dans le documentaire. Alors comment vous interrogez-vous et comment imaginez-vous que le public puisse naviguer dans un si vaste espace, parce que c'est vrai qu'on a depuis finalement tout petit, on entend le mot préhistoire avec un grand P, on comprend que c'est avant l'histoire, mais comment est-ce qu'on peut saisir, comment vous avez eu envie qu'on saisisse justement les écarts parfois immenses qu'il peut y avoir d'un lieu à l'autre à la même époque, ou d'une époque très lointaine à une époque plus récente? Déjà pour reprendre la petite référence que vous avez citée là, de Lévi-Strauss, en fait ce qui est important c'est un peu le but de ce film, et on espère qu'il y en aura d'autres, c'est de faire l'effort qu'ont fait les chercheurs masculins, en l'occurrence Lévi-Strauss, il l'a fait pour, là vous avez fait des pincettes, mais en fait dans La pensée sauvage, il dynamite le mythe de l'homme des cavernes. Bon, maintenant il faut s'attacher à pareil, dynamiter les mythes, les présupposés sur les femmes, et puis peut-être aussi après il faudra s'intéresser aux jeunes, au rôle des enfants. Il y a des préhistoriens qui ont très bien fait ça, Claudine Carlin, à 15 ans, elle a montré au travail des enfants qui apprennent à tenir le silex, voilà, il y a des choses, on pourra le faire pour les personnes âgées, en ce moment on travaille sur la question des femmes, c'est très bien. Pour la question de comment appréhender, voilà, sur très très vaste. C'est vrai que là on a une chronologie qui est très très large. On pourrait penser que Vix, on pourrait penser que la dame de Vix ne fait pas partie de la préhistoire, par exemple. Bon, c'est pas grave parce que c'est une société qui n'utilise pas forcément l'écriture. Le travail, c'est de synthétiser la pensée et de créer des images auxquelles on puisse s'identifier. Après, j'ai plus le reste de la question. C'était ça, c'était comment essayer de naviguer entre les temps très anciens et les temps plus récents. Et vous l'avez rappelé, essayer aussi de ne pas calquer nos sociétés actuelles nécessairement. Et puisque vous parliez des femmes, il y aura peut-être un moment où on parlera des relations des hommes et des femmes préhistoriques avec les animaux. Il me semble que c'est peut-être votre recherche actuelle, si vous pouvez déjà nous dévoiler un peu cette relation. Oui, je travaille beaucoup sur les comportements de subsistance, la chasse, etc., les animaux. Et c'est vrai que c'est mon prochain sujet très important. Et d'ailleurs, aussi les femmes par rapport à l'animal. Non, ce que je voudrais peut-être préciser quelque chose d'important. Il faut faire attention, quand on dit la préhistoire, ça n'existe pas la préhistoire. Ce sont des sociétés préhistoriques. C'est une très très longue période. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire des sociétés qui vivaient il y a 1 million d'années avec des sociétés qui vivaient il y a 30 000 ans, avec des sociétés même à la même période de 30 000 ans, mais qui sont en Europe ou en Chine ou en Afrique. On ne peut pas généraliser. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certains collègues et certains propos de chercheurs sur ce comparatisme ethnographique. C'est-à-dire que là, on voit très bien que un des seuls arguments qui est avancé, c'est de dire oui, mais chez les peuples chasseurs-cueilleurs, les derniers peuples chasseurs-cueilleurs, en fin de compte, on constate qu'il y a une division sexuelle du travail et que certaines activités sont essentiellement masculines et d'autres essentiellement féminines. Oui et non, dans le sens où déjà, en plus, c'est généralisé, parce qu'il y a plein de sociétés où il y a eu des femmes qui ont chassé, et puis les peintures, surtout il y a beaucoup de sociétés, les aborigènes d'Australie, c'est beaucoup les femmes chamanes qui peignent sur le dragon. Bref, donc ça, et surtout, ce ne sont pas des reliques
d'humains préhistoriques. Ça m'a fait penser à ça, justement, quand tu parlais de la pensée sauvage, tu parlais des Lévi-Strauss, c'est grâce à l'histoire, tous les peuples ont une histoire. Ces peuples-là, même s'ils ont gardé une économie de chasseurs-cueilleurs, ils ont 10 000 ans d'histoire, eux aussi, ils ne sont pas restés figés dans le temps, ils ont côtoyé d'autres populations. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez les Salles du Kalahari, ils ont rencontré, c'était eux les autochtones, il y a eu des Bantous, il y a eu des Européens, et on a vu que leur société au niveau structure sociale et aussi leur pensée, leur cosmogonie a changé. Donc là aussi, je pense que c'est un biais méthodologique de vouloir absolument garder cet argument en disant non, les femmes ne chassent pas, parce que chez les peuples chasseurs-cueilleurs qui rêvent, elles ne chassent pas. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de changer de perspective, parce que sinon, au niveau des preuves archéologiques scientifiques, c'est très difficile de savoir, par exemple, dans tel type de société, qui est-ce qui taillait les outils. On peut dire que c'est des hommes, mais on peut dire aussi que c'est des femmes, c'est peut-être les deux, etc. Donc on n'a pas de preuves archéologiques de cette division sexuelle. Tout repose sur le comparatisme. Et moi, je trouve qu'au niveau éthique, en plus, de penser que ces peuples n'ont pas d'histoire, c'est quand même gênant. Et rendez-vous compte qu'il y a même des hommes qui passent aspirateur, donc pourquoi il y a sans plaisanterie. Je voudrais revenir à une autre question, une question que nous n'avons pas encore abordée. Peut-être, Madame Delonglé, tout au long de votre carrière, vous avez entendu, vu, suivi la découverte de nouveaux sites, de nouveaux spécimens, et je voulais vous interroger au sujet des représentations, puisque, sauf erreur de ma part, là aussi, que l'on parle des Vénus ou des petites figurines en bosse. Alors, je ne pourrais pas, évidemment, remettre du fou dans ce que vient de préciser Marie-Hélène, effectivement, avec toute cette relativité, bien sûr, nécessaire en termes d'époque et de période, mais que je parle des Vénus ou des peintures variétales, on constate quand même une forte prédominance de la représentation féminine. Et on a pu interpréter finalement de différentes manières. Qu'est-ce que on pense, et je pense qu'on a toute raison, qu'il s'agit d'un symbole de fécondité, probablement, puisque toutes ces petites figurines d'ailleurs ne sont pas parfaites, la représentation exacte de la femme. Si vous remarquez, il y a toujours une exagération des formes des seins, des fesses, la face, le crâne est tout petit. Donc c'est quelque chose qui est quand même stylisé, et vraisemblablement, ça se répète toujours cet aspect féminin stylisé, c'est certainement un symbole de fécondité, je pense. Alors il faut savoir quand même que la mortalité à l'époque préhistorique est assez importante. Il y avait une mortalité importante à la naissance, bien sûr, mais il y avait aussi une importante décès aux alentours de 9-10 ans. On a remarqué que dans la population avant le Néandertal, et après, autour de 9-10 ans, il y a une période difficile à franchir. Il y a beaucoup d'enfants qui ont cet âge-là décédés. Est-ce qu'il s'agissait d'une absence d'immunité? Quand l'enfant est tout petit, l'immunité est transmise. À partir d'un certain moment, l'immunité naturelle disparaît. Donc il y a une difficulté. Pour le moment, on n'a pas trouvé encore la raison exacte. Ensuite, il y avait une mortalité chez les femmes, justement, au moment de l'accouchement. Il y avait il y a un siècle dernier, il y avait encore des femmes qui mouraient en couche. Dans toutes vos familles, il devait y avoir des grands-mères, des arrière-grands-mères qui sont mortes en couche. Ensuite, il y a la mortalité des femmes, de la population générale, qu'elles soient mâles ou femelles, aux alentours de 30-40 ans. Il faut savoir quand même que la durée de vie n'était pas très longue. Donc, ces femmes sont représentées par des statuettes symboliques. La fécondité était très importante. Il fallait absolument avoir beaucoup d'enfants pour maintenir la population. Puisqu'on avait une perte à la naissance, une perte à 9 ans, et une perte aux alentours de 30 ans. Donc, si vous voulez que la population se perpétue, il faut absolument avoir beaucoup d'enfants. Absolument. Et petit, vous êtes allé à la rencontre de beaucoup de chercheurs, des hommes, des femmes sur différents continents, peut-être un peu plus sur le versant occidental d'ailleurs qu'en Asie ou en Extrême-Orient. Est-ce que c'est plus difficile d'être au courant des travaux? Est-ce que vous connaissiez déjà bien sûr certaines personnalités que vous voulez interroger? Ça correspondait aussi peut-être à une actualité des recherches. Comment vous
vous avez, peut-être aussi d'une génération où on a l'habitude de voir à travers les réseaux sociaux le monde entier. Comment est-ce que vous avez choisi votre perspective, l'angle de vos rencontres dans ce documentaire? Il y a beaucoup de sites que j'ai eu la chance de visiter grâce à ce tournage et que je ne connaissais que par les livres. Là, ce qu'on voit, notamment Pechner, Vix, ce sont des cas d'école, c'est-à-dire qu'on les travaille, on les fait aux examens, et de pouvoir les voir en vrai. Il y a quelque chose qui est très important pour l'archéologie. Il faut aller voir les choses pour vraiment se rendre compte de quoi on parle. Par exemple, le cratère de Vix, quand on est étudiant, on nous fait bien écrire que c'est le plus grand qui soit. Mais pendant le jour du tournage, quand on est arrivé dans la salle, j'étais ah oui d'accord, il est vraiment énorme ce truc. Et donc tout de suite, la réflexion, elle s'enclenche beaucoup plus que sur le support papier quand même. Donc c'est vrai que voilà, on a besoin de se déplacer pour pouvoir mieux appréhender les choses. Voilà, ensuite, oui, ce qui était fabuleux, c'est de pouvoir échanger en direct avec des archéologues. Moi, voilà, j'ai terminé mes études il y a 6 ans, c'est relativement récent, donc j'avais pas forcément, comment dire, cette éducation très genrée, très traditionnelle. Au contraire, les enseignants nous ont toujours proposé différentes hypothèses. Et donc, j'avais peut-être pas la colère de Marianne, mais voilà, on a pas fait nos études au même moment. Mais bon, après, voilà, il faut aussi bien préciser que les archéologues font quand même comme ils peuvent. C'est jamais volontaire de vouloir à tout prix associer des objets aux hommes. C'est simplement, on fait avec ce qu'on a. Pour la préhistoire, on a moins. Et les gens font du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Après, les conditions de la recherche aussi qui rentrent en jeu. Peut-être pas les mêmes que celui de Manuel, et vous parlez de sites qui sont des sites, des cas d'école que l'on continue d'étudier. Alors, ce qui m'amène peut-être à une dernière question, Marie-Hélène, c'est de peut-être se demander si, de la même manière qu'on peut le faire en archéologie historique, je pense par exemple au site au pays où on garde certains quartiers non fouillés, puisque l'on sait donc que les découvertes technologiques ainsi que méthodologiques vont continuer à se développer, et que peut-être il faut laisser des terrains absolument vierges de fouilles pour les générations suivantes. Est-ce que vous pensez, chacune, et peut-être en commençant par vous, Marie-Hélène, que pour l'avenir, il faudrait peut-être se garder même de commencer à travailler sur certains sites, et qu'est-ce que vous pensez que les technologies pourraient nous amener à découvrir ou à mieux connaître? Ah oui, non, mais moi je suis très optimiste. Je pense que par rapport aux méthodes d'investigation, quand on voit l'énorme progrès qu'il y a eu ces dernières années, qui aurait pensé il y a 15 ans qu'on aurait fait de l'ADN sur des squelettes de plus en plus anciens? Personne. Donc je crois qu'il y aura des moyens pour permettre de répondre, en tout cas d'amener des éléments de réponse. Mais ce que je souhaite dire, c'est que il y avait quand même quelque chose qui m'a étonnée, peut-être Antoine l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est que on ne se posait même pas la question. Moi, quand j'étais étudiante, on entendait l'homme préhistorique, on vous montrait toujours dans les documents, toujours dans les représentations, des hommes qui taillent le silène, des hommes qui ont inventé le feu, des hommes qui chassent, des hommes qui peignent, et les femmes avalaient la grotte, quoi. Donc, c'est vrai que quand même, il y avait ça, mais le constat est fait que c'était comme ça. C'est que même nous, en fin de compte, on n'avait pas ce regard à se dire, mais quand même, comment on le sait. Et c'est quand on commence à s'interroger ça, parce que la société s'interroge. Il ne faut pas croire que les chercheurs, on est dans une tour d'ivoire, on ne voit rien. Non, on est forcément un petit
petit peu poussé par aussi la société. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, vous posez une question toute simple, vous êtes devant un outil, vous pouvez dire plein de choses dans l'outil, voilà, M. Deleuze est grand spécialiste des outils, vous pourrez tout vous raconter sur l'outil, sauf qu'il ne peut pas me dire si c'est un homme ou une femme qui est taillé. Il peut, pour l'instant, on n'a pas de moyen de le montrer, donc on va dire oui, mais peut-être que dans les sociétés, quand même, des chasseurs-cueilleurs, c'est plutôt les hommes qui travaillent en matière dure, donc, mais ça, peut-être c'est la spéculation. Et donc, on ne se posait pas la question. Et je crois que c'est maintenant, assez récemment, qu'en fin de compte, on s'ouvre vers ça. Et justement, l'archéologue Caroline, dans le film, a été une des premières thèses. Il faut voir que les premières thèses qui prennent en considération pour soit les femmes du néolithique, ça c'est un HDR avec un Hochebourg, soit justement les femmes sont dans les périodes, on va dire, proto-historiques, c'est après 2010. Je veux dire, c'est récent, c'est qu'avant, il n'y avait rien. On ne savait pas, donc, et dans toutes les représentations, regardez les documentaires avant récemment, hein, notamment celui d'aujourd'hui, mais avant, dans tous les documentaires, vous pouvez les regarder, qu'est-ce qu'on voit, les mêmes archétypes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé après quand on a travaillé sur ça. Et donc, ces précurseuses, qui ont travaillé sur leur thèse, sur leur mémoire d'HDR sur les femmes, c'est vraiment, elles n'étaient jamais sujets. Voilà. Et je pense que c'est aussi la société, et même nous, et mea culpa. Moi j'ai fait un livre sur l'ESCO, où j'ai mis des femmes qui chassent, parce que bon, j'ai travaillé beaucoup sur ça, sont plus mais par exemple, ceux qui payent, parce que c'est pas moi, mais c'est mon ami qui a fait les illustrations, les peintres, j'ai laissé passer le fait qu'il n'y a que des hommes qui font pas l'ESCO. Bon, vous voyez, il y a ça quand même 12 ans maintenant, je dis, je le ferai plus. Parce qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'honnêteté, c'est dur quand on est chercheur, mais il y a plein de choses, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on ne sait pas, il ne faut pas dire forcément que c'est les hommes ou que ce sont les femmes. C'est que là aussi, il ne faut pas dire les femmes l'ont fait, les hommes n'ont rien fait, ça serait ridicule. Donc je crois que c'est un partage des compétences dans ces sociétés-là. Et je crois que c'est ça qu'il faut un petit peu se secouer. Je vais prendre juste un exemple pour terminer qui m'a quand même frappé. On voit beaucoup Randy Haas, et la publication qui est sortie, quand on a parlé dans les illustrations, ils ont illustré le fait que c'est une chasseuse. Donc elle chasse, l'illustration montre une chasseuse qui essaie de tuer donc une bigote, et ils lui ont mis une tunique rose. Et je vous assure, une tunique rose. Alors que s'il y a 9000 ans, c'est de la laine de bigote, mais de rose. Là, on bien comprendre ce truc. Les présupposés, les archétypes dans la tête, je trouve ça très intéressant. Voilà, c'était merci. Je crois que ce qui est intéressant actuellement, pendant longtemps, on a étudié la préhistoire, l'homme préhistorique avec un grand H, c'était du sorti pour les femmes, sans chercher à comprendre quel était son mode de vie particulier. Petit à petit, on a cherché à savoir comment il se comportait, et maintenant, on commence à s'intéresser à la vie familiale, la vie en société. Et on commence à s'intéresser aux hommes, aux femmes et aux enfants. Car dans les habitats préhistoriques, on commence à constater, on ne faisait pas attention apparemment, mais on constate qu'il y avait des enfants qui sont décédés au cours de leur séjour dans la grotte, mais il y avait des enfants, et même beaucoup d'enfants dans certains sites, qui étaient là, vivants, qui gambadaient avec les chasseurs et leur famille, qui accompagnaient leurs parents. Donc c'est une notion tout à fait nouvelle qui fait vivre la préhistoire. Non seulement on a des outillages, on a des animaux qui ont été chassés, mais on a aussi une vie de l'homme préhistorique. Je crois que c'est ça le grand événement et le grand mode de recherche actuel. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons donc tous, un et chacune, essayer de rester souple et de nous ouvrir à toutes les hypothèses possibles. En tous les cas, au nom de tous ici, je voulais vous remercier bien sûr d'avoir bien voulu échanger quelques temps avec moi.